Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. J'ai appris hier soir que je venais aujourd'hui, donc autant vous dire que j'ai très peu préparé mon intervention, mais c'est pas grave parce que je comprends que vous avez été là toute la matinée et que vous en avez marre d'entendre des gens parler. Donc on va essayer de faire ça de la manière la plus fluide possible. Moi je suis Lucille Dufour, je travaille au réseau Action Climat depuis 2015 et c'est moi qui m'occupe de suivre toutes les questions de politique internationale et en particulier le cycle onusien, donc les négociations climat. Je comprends que vous avez eu un petit peu un bagage conceptuel théorique jusqu'à présent. Peut-être que l'idée maintenant, c'est de vous expliquer un peu comment ça se passe une COP, qu'est-ce qu'on y fait en tant que société civile, quel est notre rôle. Vous expliquer aussi qu'une COP, ça ne fait pas forcément peur. Et que ça sert à quelque chose. Donc je vais essayer de faire comme ça. Je comprends que j'ai une demi-heure, donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Et vraiment, je préfère prendre vos questions, parce que je suppose que vous en avez plein. Et voilà. Juste peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont déjà allés en COP ou qui comptent aller à la COP cette année? Juste pour que je vois. Ok, très bien. Alors ceux qui ne veulent pas aller à la COP, vous sortez de la salle. Non, je sais. Alors, ok, donc les ONG en COP, comment ça se passe? En fait, la COP, comme vous le savez ou peut-être pas, c'est un espace qui est mené par les pays. C'est-à-dire que la société civile, dans une COP, elle a une place d'observateur. Nous, on n'a pas le droit de négocier au même titre que les pays. C'est-à-dire que dans une salle de négociation officielle, en tout cas pour la plupart des salles, après je viendrai sur les différents types de salles, on ne peut pas lever la main, prendre la parole et dire « moi je pense que nanana nana » et avoir notre place en tant que pays. Donc c'est vraiment un circuit, un espace qui est mené par les pays et ça veut dire que nous, on va devoir trouver une place là-dedans, sachant qu'on a quand même accès aux salles, accès à une partie de l'information. Donc en fait, vraiment, l'idée pour nous, c'est de naviguer dans les différents types d'espaces qui vont s'offrir à nous. La société civile à la COP, c'est très segmenté. En tout cas, on nous met dans des cases. Il y a 9 constituencies, c'est-à-dire des espèces de groupes d'engagement de la société civile qui vont regrouper différents types d'observateurs. Donc, moi, au réseau Action Climat, je fais partie des ONG environnementales. Et dans les ONG environnementales, on a notamment donc, toutes les associations du réseau Action Climat France, donc nous on est 22, et aussi surtout toutes les associations du Climate Action Network International. Et là on est sur 1300 ONG dans 120 pays. C'est vraiment un réseau qui regroupe toutes les associations environnementales. Il y a un autre réseau qui est dans les ONG environnementales qui s'appelle Climate Justice Now. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que je le connais moins bien. Donc ça, c'est les ONG environnementales. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres groupes qui vont représenter d'autres types de sociétés civiles. Donc vous avez entendu tout à l'heure le Youngo, donc le groupe des jeunes, mais il y a aussi le groupe des agriculteurs, le groupe des femmes, le groupe des scientifiques, le groupe des entreprises, etc., etc. Tous avec des noms plus sympathiques les uns que les autres, donc Bingo, Ringo, Youngo, Engo, etc., etc. Donc on rigole bien. Ça c'était à moi. Pour la vidéo. Merci. Ah d'accord, très bien. Autant pour moi. Donc voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, entre ces différents groupes d'observateurs, il y a des discussions qui existent, mais généralement dans une COP, parce qu'il y a énormément de monde, on parle entre 15, 20 000, 25 000 personnes pour les plus grosses, on se coordonne à l'intérieur d'un groupe d'observateurs. Donc voilà un peu déjà pour vous expliquer comment ça se divise dans les différents groupes de société civile. Ensuite, peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans comment ça se passe de manière très concrète, comment nous on se coordonne en tant qu'ONG environnementale. Donc, bien sûr, le plus gros du travail se fait à la COP, puisque c'est une période très intense de 2 semaines de négociations, mais on se coordonne tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je prends l'exemple du Climate Action Network International, on est séparés en différents groupes régionaux. Donc le CAN Europe, le CAN Amérique latine, le CAN Asie du Sud-Est, etc. Et donc toutes les semaines, on va s'appeler, faire le point sur les événements qui se sont passés, faire le point sur notre stratégie, échanger de l'information et construire des positions communes, surtout c'est très important, en amont des grands moments de négociation. Donc là, par exemple, on est en train d'écrire un énorme pamphlet de 20 pages sur ce qu'on attend de la COP25, qu'on va publier dans les jours qui viennent. Et ça c'est vraiment notre corpus de position.
Et c'est ça qu'on va porter pendant la COP. Donc c'est très important d'avoir ce travail préalable parce que bien sûr, ça nous permet d'arriver avec une voix commune et avec en fait, des positions communes, ce qui n'est pas forcément évident parce que bien sûr, on a différentes sensibilités. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le paysage des ONG en général, mais dans le Cannes, on va avoir un Greenpeace, un Amis de la Terre, et de l'autre côté, on va avoir un WWF, un WRI. On n'est pas tout à fait sur le même prisme de positionnement. Voilà, on a un grand échiquier de positionnement. Nous, l'idée, c'est vraiment de nous rassembler sur ce qui nous rassemble et de pouvoir porter des positions communes. Donc une fois qu'on a ça, on arrive à la COP. Et là, on a l'air bien bête puisque, effectivement, on a nos positions, mais on ne peut pas les porter en salle. Donc comment on fait ? Concrètement, on va utiliser des espaces, on va dire, annexes, parallèles, des salles de négociation. Et peut-être pour revenir quand même sur un point qui est important, c'est que la négociation, c'est un jeu d'information. C'est-à-dire que notre objectif pendant toute la semaine, les 2 semaines, c'est de récupérer les bonnes informations au bon moment, de les partager avec les bonnes personnes et de les utiliser pour faire évoluer notre stratégie de plaidoyer et de communication pour arriver à nos objectifs. Objectifs qui ont été approuvés avant la COP. Donc concrètement, comment on fait ? On va accéder aux salles de négociation. Donc nous, on peut être là dans la salle. C'est-à-dire que généralement, il y a les tables, les négociateurs qui discutent, et puis nous, on a un second rang de chaises, on s'assoit, on écoute. Et ça, c'est très important, cette première étape, parce que ça nous permet de comprendre quel pays porte quelle position. Et donc d'identifier, suivant le sujet, qui sont les pays qui vont être nos champions, et qui sont les pays qui vont nous bloquer. Et une fois qu'on a ça, ça nous permet d'avancer dans notre stratégie, puisqu'on va pouvoir aller en dehors des salles de négociation, parler aux pays qui sont les champions sur une certaine thématique, et parler aux pays qui sont aussi bloquants, pour essayer de faire avancer les discussions. On peut aussi utiliser des pays qu'on va appeler un petit peu pivots, qui vont pouvoir aller convaincre des pays bloquants d'avancer sur leur position. Et ça se fait, je ne sais pas si tu en as parlé, Adèle, jusqu'à présent, ça se fait au sein des groupes de pays. Groupe de pays, tu en as parlé ? Ok, super. Donc par exemple, si je prends le groupe de l'ombrelle, qui est en gros le pays des développés chiants, pour faire simple, il y a toujours des plus ou moins chiants que d'autres suivant les thématiques. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc nous, par exemple, notre stratégie, ça va être de diviser l'ombrelle. Si on arrive à diviser l'ombrelle, on arrive à ce qu'ils soient moins efficaces en négociation et donc que les pays qui sont plus progressistes arrivent à prendre le dessus. Donc voilà, on va avoir des stratégies comme ça qui vont se développer. Donc une fois qu'on a cette information, qu'on sait qui aller voir, etc., ben, on va prendre rendez-vous avec ces pays. Et donc on a toute une partie de notre travail qui va être d'aller rencontrer les délégations en bilatéral. Donc ça s'appelle un rendez-vous, une réunion bilatérale, avec un petit groupe d'ONG, généralement 5-6, et on va s'adresser à leur chef de délégation, généralement, en leur disant, voilà, nous on pense que sur cette position, vous pourriez proposer ça, 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 etc. etc. Généralement, on fait ces réunions bilatérales avec des représentants de la société civile d'autres pays que le pays qu'on va rencontrer, parce que c'est toujours intéressant pour un pays de rencontrer des ONG d'un pays avec lesquels il n'a pas l'habitude de discuter, puisque nous, généralement, on est en contact tout le temps avec notre pays d'origine. Par exemple, moi, je suis en contact très régulièrement avec les négociateurs français. En COP, j'ai plus intérêt à ce qu'il y ait d'autres représentants de la société civile qui aillent parler à mes négociateurs, parce que moi, je les ai déjà bassinés pendant des mois et des mois sur la même chose. Voilà, ça c'est un petit point quand même qu'il faut noter. Donc une fois qu'on a fait ça, ça marche pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est le jeu. Il nous reste un dernier espace où on peut intervenir, et c'est tout l'espace informel des négociations. Et bien sûr, cet espace, il a toute son importance, voire même il a une importance prépondérante pour nous en tant que société civile. C'est tout ce qui se passe dans les couloirs. Parce que bien sûr, entre les couloirs, ça bouge, les gens passent d'une salle à l'autre, etc. Et c'est là où on peut récupérer aussi des informations extrêmement importantes, qu'on peut convaincre certains négociateurs, etc. Donc voilà un petit peu comment nous, on travaille. Et puis au-delà de ça, on a bien sûr un gros rôle de communication. Et ça, c'est une manière pour nous de faire pression sur les pays. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que Cannes, on va organiser des conférences de presse tous les jours
Je pense que c'est la même chose pour Youngo. Je ne sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas, c'est très régulier. Et on va s'adresser aux journalistes, expliquer où en est l'état des négociations, parce que c'est aussi compliqué à décrypter quand on est de l'extérieur. Et on va pointer du doigt les pays qui n'avancent pas suffisamment. Et ça, c'est assez important, parce que les pays sont sensibles, en tout cas certains pays sont sensibles à cette pression extérieure. On va aussi développer des outils qui vont nous permettre de pointer du doigt, dénoncer certains pays. Par exemple, au niveau du Cannes, on a un événement tous les jours qui s'appelle le Fossil of the Day, donc le fossile du jour. C'est-à-dire qu'on va remettre un prix, enfin le prix du pire pays de la journée à un pays. Donc il y a une grosse compétition en COP, faut pas croire, mais ça se bouscule au portillon. Et donc vraiment, il va y avoir une très belle cérémonie tous les jours avec, j'espère que vous serez à la COP cette année parce que vraiment, il faut y aller. Il y a un magnifique dinosaure gonflable qui est là. Il y a une petite danse, il y a la musique de Jurassic Park et tout. Enfin, c'est très sympa. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, bien sûr, puisqu'on est en train de dénoncer un pays qui a fait n'importe quoi dans les négos. Donc voilà, vous regarderez aussi qui a eu ce prix. Généralement, ça tourne quand même sur un petit groupe de pays. Il y a quand même des champions du Fossil of the Day. Donc voilà. Et puis par ailleurs, il y a tout ce qu'aussi... alors l'espace de négociation, c'est un espace très codifié, etc. On n'a pas toujours toutes les autorisations, mais bien sûr, on peut faire des actions dans l'espace de la COP. Ça arrive régulièrement dans les négociations, généralement sous forme de stunt, donc c'est-à-dire des actions très courtes, où on va... voilà, faire passer un message sur une de nos positions clés. Et puis là, la chorégraphie dépend un petit peu de ce qu'on veut faire passer, comment on veut le faire passer. Voilà, donc si je récapitule un peu, nos rôles, bien sûr, donc récupérer l'information, utiliser l'information, porter nos positions avec des stratégies de plaidoyer, pour atteindre nos objectifs et communiquer bien sûr sur nos objectifs, communiquer sur ce qui se passe dans les négociations pour contribuer aussi à notre stratégie. Le dernier point quand même qui est important, c'est qu'à la COP aussi, on se coordonne parce qu'on doit réajuster tous les jours notre stratégie, nos positions à ce qui se passe. Parce que bien sûr, la COP, c'est un espace de négociation, ce qui veut dire que c'est un espace de compromis. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la COP avec une position A sur un sujet, mais il est possible que pendant les semaines de négociation, vu l'orientation des discussions, on se rende compte que notre objectif A n'est plus atteignable. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse à nouveau sur quelle position on peut porter, qui soit acceptable bien sûr pour nous, sans faire trop de compromis, mais qui nous permette quand même d'avancer. Ça peut paraître frustrant, mais malheureusement, l'espace des négociations, c'est un espace qui avance peu. Donc on est toujours dans ce jeu de réajuster, réfléchir à ce qu'on peut gagner, quand est-ce qu'on peut le gagner, comment on peut le gagner. Pour faire ça, donc là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que pour ceux qui seront là au négo, vous serez plutôt peut-être dans le groupe Youngo, mais je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Je pense que c'est exactement la même chose dans Youngo. On se réunit à différents temps de la journée. Généralement, toutes les constituencies et tous les pays se réunissent au moins une fois par jour pendant 1 heure pour faire l'état des négociations, se coordonner, etc. Et ensuite, on se sépare en groupes de travail sur différentes thématiques, donc finance, agriculture, ambition, etc. Et donc, on a un deuxième rendez-vous dans la journée où on se recoordonne, où on reparle des rendez-vous qu'on a eus, où on reparle des projets de communication qu'on a. Et donc, cette journée est jalonnée de moments voilà, où on se retrouve, on fait le point et on repart. Donc il faut vraiment voilà, penser un peu la COP comme une fourmilière, c'est-à-dire qu'on a notre quartier général, on part dans tous les sens, on va chercher à manger l'information, on revient, on redonne au centre l'information, on repart, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà. Peut-être un petit point et après j'arrête parce que je pense que vous aurez... Enfin, je ne sais pas si j'ai été claire sur tout. En termes de temporalité de la négociation, c'est important à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que la première semaine n'est pas identique en termes d'enjeux, en termes d'influence que la seconde semaine. La première semaine, généralement, est une semaine technique. C'est-à-dire que ce sont les négociateurs techniques qui ont un mandat donné par leur pays et qui vont négocier. Concrètement, pour nous, c'est une grosse opportunité parce que c'est le moment où on a le plus accès à ces négociateurs. Plus on va monter haut, plus ça va être difficile d'avoir accès à la bonne personne pour faire bouger les positions d'un pays. Donc très concrètement, il ne faut pas attendre le jour 3, jour 4 des négociations pour se dire « Ah ben tiens, est-ce que j'irai pas parler à machin truc pour qu'il change sa position ?» Non, les négociations, ça commence le lundi. Ça veut dire que dès le lundi, il faut être en position d'aller voir les gens,
parce qu'on a très peu de temps. On a en fait 5 jours, 6 jours pour faire bouger les choses. Et après, ça va passer en deuxième semaine au niveau ministériel ou chef de délégation. Et là, ça devient de plus en plus difficile parce qu'en réalité, une grosse partie des discussions va se passer derrière des portes fermées. Et une fois que c'est derrière des portes fermées, pour nous, c'est plus compliqué, d'avoir l'information. On peut l'avoir toujours parce que, bien sûr, on a toujours des contacts avec notre délégation. Et deux, concrètement, c'est des gens plus haut niveau qui sont plus occupés, et donc c'est plus difficile d'avoir accès à eux. Donc c'est vraiment important de prendre en compte cette temporalité des négociations, parce que si on rate notre fenêtre de tir en première semaine, c'est très compliqué ensuite de faire bouger les choses en deuxième semaine. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Peut-être un dernier truc quand même, une des dernières opportunités qu'on a, c'est que 3-4 fois par COP, généralement au début et à la fin, on a l'opportunité de parler en plénière devant tous les pays. Au moment des plénières d'ouverture, de fermeture, c'est quand même des opportunités qui sont intéressantes. Généralement, c'est très cadré, donc on a 2 minutes. Alors bien sûr, en 2 minutes, on ne dit pas grand-chose, mais au moins, ça nous permet de faire passer un sentiment général, un message général au pays. Donc voilà, ça c'est quand même la dernière opportunité qu'il ne faut pas négliger. Et qui arrive au début et à la fin des COP. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas parlé de tous les points logistiques, manger, dormir en COP. Bien sûr, c'est des évidences, mais c'est important. On oublie souvent. Voilà. Mais si vous avez des questions sur manger, dormir en COP, on peut en parler aussi. J'aimerais bien savoir combien vous êtes de personnes dans toutes ces associations à travailler en commun et comment vous répartissez ensuite les thématiques. Est-ce que par exemple une association va s'occuper d'une thématique d'un groupe de travail ou est-ce que vous allez mixer les origines des personnes ? On prend plusieurs questions. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc je vais répondre tout de suite à ça. Combien ? C'est une très bonne question. On est beaucoup, ça c'est sûr. Sur tous les observateurs, j'aurais bien du mal à te dire combien on est. Sur le Cannes, je dirais que en COP, entre tous les gens qu'il y a, on est peut-être 150-200. Ce qui équivaut à une grosse délégation pays, en fait. Une grosse délégation pays. Sachant qu'il y a des délégations de pays bien plus petites, mais en tout cas sur les gros pays, on peut arriver à ce genre de nombre. Sur les thématiques, non, bien sûr, on ne laisse jamais une thématique aux mains d'une seule association. Parce que, encore une fois, la COP, c'est un jeu de pouvoir, et c'est pas qu'un jeu de pouvoir entre les pays, c'est aussi un jeu de pouvoir entre les associations. Et c'est très important de préserver un équilibre entre les associations qui vont porter certains sujets. Par exemple, si je prends les financements climat, c'est un sujet extrêmement sensible dans les négociations. Ça serait un petit peu dommage que ce soit que des ONG des pays développés qui gèrent cette question des financements, alors qu'il y a plein d'ONG des pays en développement qui ont des choses à dire, parce qu'elles, justement, elles vivent la situation, elles savent quel type de besoin il y a, etc. Donc, juste sur cet exemple-là, c'est évident qu'il faut avoir différents horizons d'associations pour pouvoir porter une thématique. Et inversement, bien sûr, les ONG des pays développés, c'est intéressant qu'elles soient là parce qu'elles savent ce que rabâche encore et toujours leur pays. Et donc, ça permet aussi de surmonter certains blocages. Mais en tout cas, vraiment, il n'y a jamais une asso qui est en charge d'un sujet. Et c'est la même chose pour les sensibilités, j'ai envie de dire, de positionnement. On ne va jamais laisser une asso avec une sensibilité X traiter seul un sujet ou que des assos de la même sensibilité. Il faut qu'il y ait ce panel-là parce qu'on débat entre nous, on n'est pas toujours d'accord, mais ça permet d'atteindre des positionnements qui soient compatibles avec tous. C'est quoi la nature des relations que vous avez avec les négociateurs, la délégation française ? Est-ce qu'ils sont coopératifs en termes d'information ? Est-ce qu'ils vous incluent au maximum ou pas ? Et dans quelle mesure aussi, entre constituencies, il y a des dialogues qui sont organisés ? Et voilà, est-ce que c'est vraiment chaque constituencies en direction des négociateurs ou est-ce qu'il y a aussi des ponts qui sont faits entre constituencies ? Moi, ma question, c'était
En gros, comment vous servez de tout ce qui se passe en dehors des COP, notamment avec tout ce qui est implication de la société civile, pour faire pression, pour faire plus pression, un maximum de pression pendant les COP et en dehors aussi. Tu veux dire la relation extérieure-intérieure ? C'est tout ce qui se passe en dehors des COP, donc ça peut être dans les pays, dans, je sais pas, des manifestations, il y a tout ce qui se passe en dehors des COP, quoi, au niveau de la société civile principalement. C'est large. Ok. Alors, la première question, c'était sur la délégation française. Nous, on a de la chance. On a un pays qui est quand même assez progressiste dans les négociations. Donc, on a un accès qui est assez facilité, contrairement à d'autres pays. C'est-à-dire qu'on peut les rencontrer en amont. Là, par exemple, la semaine prochaine, je vais rencontrer toute la délégation française avec nos collègues du réseau Action Climat. On va discuter pour préparer les négociations. On a aussi l'occasion de les rencontrer de manière officielle pendant les négociations, généralement au moins 2-3 fois. Et ensuite, on a tout l'informel, et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable, c'est que généralement, on a l'occasion de pouvoir échanger des informations avec la délégation française. Après, bien sûr, on a des opinions et des positions qui sont, on va dire, divergentes sur de nombreux points. On peut en discuter, on n'avance pas toujours autant qu'on le voudrait, notamment sur certains sujets. Par exemple, celui des pertes et dommages, sur lequel on n'a jamais pu vraiment avancer avec la délégation française. Peut-être quelque chose qui est important de rappeler, c'est que la France est un petit peu particulier dans les négos, puisqu'elle négocie au sein de l'Union européenne. Donc la France elle-même peut avoir des positions qui sont les siennes, mais en tout cas, généralement, elle va suivre les positions de l'Union européenne. Donc il faut toujours prendre ça en compte quand on plaidoie vis-à-vis de la France, c'est-à-dire que, sauf exception, elle va suivre les positions globales de l'UE. Après, on peut toujours, comme je disais tout à l'heure, utiliser des stratégies de division, donc essayer de faire en sorte que la France pousse une position plus ambitieuse dans l'Union européenne, etc. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Après, bien sûr, on a de plutôt bonnes relations avec la délégation. Quand ça vient au niveau politique, c'est un peu plus compliqué. Et c'est normal. Parce qu'il y a des enjeux qui sont de plus haut niveau qui arrivent. Donc c'est sûr que quand un président, un Premier ministre, un ministre arrive en COP, on a l'occasion de les rencontrer, mais c'est un petit peu plus compliqué à articuler. Il y a des ONG qui n'ont pas du tout de rapport avec leur délégation, c'est impossible. Parce que pays trop fermé. Et il y a aussi des délégations qui ont des rapports encore plus rapprochés avec leurs ONG. Je pense au Canada, par exemple. Au Canada, les ONG canadiennes ont accès à toutes les réunions de délégation de leur pays. Donc là, pour le coup, on est sur un accès à l'information qui est beaucoup plus fort. Nous, c'est pas le cas. Personnellement, j'ai tendance à dire que c'est plutôt bien, en fait, parce que c'est bien de préserver notre indépendance, c'est bien de préserver la séparation qui existe entre un pays et une ONG, parce que ça reste un jeu de force et un jeu de pouvoir. Donc, bien sûr, il y a l'informel, mais il faut quand même garder certaines limites. Voilà, je ne sais pas si ça répondait. Donc, le dialogue entre les constituencies. Les constituencies, c'est ce dont je parlais au début, les différents groupes d'engagement, les scientifiques, les entreprises, les agriculteurs, etc. Il y en a, mais il n'y en a pas assez à mon sens. La négociation est faite de cette manière que voilà, on travaille un petit peu en silo. Déjà, c'est compliqué de se coordonner entre nous. On va dire que de manière opportuniste, quand il y a un sujet qui va toucher deux constituencies de la même manière, ils sont dans plusieurs constituencies à la fois, donc ça c'est assez pratique. On a des liens notamment assez forts avec la constituency des femmes, des peuples autochtones et des agriculteurs. Voilà, après c'est vraiment de manière opportuniste. On a beaucoup de réunions qui sont communes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais généralement, il y a des espèces de réunions de consultation de la société civile qui sont organisées au cours de la COP avec des facilitateurs de session, avec des co-chairs, etc. Dans ce genre de configuration, on est vraiment un ou deux représentants par constituency, on pose des questions. Donc là, on est dans la même salle au même moment. Donc effectivement, généralement, dans ces moments-là, on se coordonne parce que c'est plutôt pratique qu'on ne pose pas tous la même question, histoire de pouvoir couvrir tous les sujets. Voilà. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus avancé en termes de coordination. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser tout ce qui se passe en dehors ?
c'est large comme question, mais en tout cas, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de ne pas se déconnecter de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va arriver à Madrid, il est évident qu'on ne va pas laisser de côté la question de la justice sociale. Parce que, vu le contexte au Chili, vu le contexte de déménagement de COP, vu le contexte qui a eu lieu, vu toutes les revendications sociales, mobilisations sociales qui ont eu lieu toute l'année dans plein de pays, pour nous, c'est impossible d'arriver en COP et dire oui, l'article 6, alors je pense que... Non, la COP, elle s'inscrit dans un contexte politique qui est plus large, et c'est très important de s'en rappeler et de pousser les pays à le reconnaître aussi. C'est-à-dire que vraiment, la COP ne se passe pas dans un vase clos, donc nous, on va avoir tout un plaidoyer pour que les pays intègrent dans leurs interventions politiques des éléments pour reconnaître ce qui se passe à l'extérieur. Et bien sûr, les négociations, c'est pas que technique, c'est politique. Après, on a aussi des... Ça, c'est plutôt pour intégrer le contexte global dans nos revendications. Puis on va essayer aussi de... je sais pas comment dire, mais socialiser nos positions. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte des éléments de justice sociale dans les demandes qu'on va faire. Après, il y a aussi des mécanismes pour réagir à des choses qui vont se passer pendant la COP au niveau politique dans certains pays et qui sont liés au climat. Je prends un exemple très concret. À la COP 23, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais troisième jour de la COP 23, Emmanuel Macron décide de reculer sur la réduction du nucléaire dans le mix énergétique français. On est à la COP. C'est quand même un petit peu embêtant parce que la France vient d'arriver en disant nous on est les champions du climat, on est les champions de la transition, etc. Le nucléaire c'est extrêmement problématique pour un tas de raisons. Donc nous qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite on se mobilise, on dit attendez, on ne peut pas arriver en négociation et dire qu'on est une délégation exemplaire et en même temps prendre des décisions domestiques qui vont aller retarder la transition énergétique et le 100% énergie renouvelable. Donc on s'est coordonné en interne, ça n'a pas forcément été facile parce que bien sûr vous savez que le nucléaire c'est une question compliquée, mais fin de journée, première historique, la France prend un fossile du jour. La France était furieuse, mais voilà, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Donc on est très attaché à faire le lien entre ce qui se passe au national et à l'international. Tu ne peux pas arriver en COP et dire « Wouh, champion de la Terre !» et en même temps faire passer, par exemple, dans le PLF, des décisions pour reculer de 6 ans l'exclusion de l'huile de palme des biocarburants. Voilà. Mais on a quand même gagné là-dessus. Voilà. Selon toi, dans le contexte des COP, c'est quoi l'apport de la jeunesse et de notre présence à ces négociations ? Alors, pas d'autres questions parce que ça, elle est compliquée. Non. Je pense que l'apport de la jeunesse, elle est très importante, notamment maintenant, en fait. Notamment après ce qui s'est passé tout au long de l'année. Faut dire aussi, déjà, peut-être pour commencer, que Youngos, ça fait pas si longtemps que ça existe. Hein. Ça a été créé bien plus tardivement que plein de groupes d'engagement. Mais c'est vrai que le fait que vous soyez là, que vous puissiez porter auprès des pays des positions qui vont être coordonnées aux nôtres, qui vont aussi être spécifiques à votre constituency, notamment je pense sur les questions d'éducation, que nous on ne sait pas du tout porter, on est nuls sur ACE, franchement on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, voilà. C'est super important parce que ça permet d'avoir des gens sur tous les sujets et d'avoir des voix un petit peu différentes avec une perspective différente qui vont parler au pays. Nous, ce qui nous intéresse quand on va au COP, c'est que plusieurs groupes d'engagement, c'est pas forcément spécifique à la jeunesse, mais à dire la même chose au pays. Donc typiquement, si on a les peuples autochtones, la jeunesse, les femmes, les ONG environnementales, voire même les entreprises qui disent à un pays « Oh les gars, il faudrait peut-être faire ça », ça nous arrange énormément. Donc toute cette alliance qui peut être créée entre jeunesse et ONG environnementales, c'est extrêmement important. Ensuite, bien sûr, vous avez un pouvoir de dénonciation qui me semble assez important, que nous, en tant qu'ONG environnementale, en tout cas une partie des ONG environnementales n'est pas forcément confortable
de porter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, ce rôle que vous pouvez avoir de dénoncer, de faire plus de stun que nous, parce que vous êtes quand même beaucoup plus créatifs que nous dans beaucoup de cas. Ça, c'est très important. Et puis, très concrètement, on a besoin d'avoir des, on va dire, des représentants de la société civile qui se renouvellent dans les COP. Parce que plus tu passes du temps en COP, plus tu t'inscris dans un système, plus tu t'inscris dans un cycle de négociation, et quelque chose qui peut paraître scandaleux quand tu arrives en COP te paraît normal. Et donc avoir des nouvelles personnes qui sont là, qui ont encore cette capacité d'être scandalisées par les choses, c'est super important, parce qu'il y a ce risque d'empattement qui est extrêmement délétère pour la société civile, et donc vous avez ce rôle justement de nous secouer un peu quand on oublie qu'il y a des choses qui sont pas acceptables qui se passent. Super, merci, bonjour. Moi j'avais une question en fait. Comment est-ce que vous faites pour créer une sorte d'engouement autour des COP en amont, en aval, par rapport aux gens de la société civile notamment? Il y avait une autre question là-bas, peut-être qu'on peut la prendre en même temps. Oui, ce serait pour savoir, est-ce que tu peux donner d'autres exemples de stun, notamment ceux faits par des jeunes? Voilà. Alors, l'engouement autour des COP, c'est un sujet qui est compliqué. Et je vais pas forcément apporter une réponse ferme autour de ça. L'engouement autour des COP, c'était facile en amont de l'accord de Paris, parce qu'il y avait justement cette dynamique autour de la création d'un accord mondial sur le climat. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ONG qui étaient impliquées, il y avait aussi une attention médiatique forte, et il y avait aussi une certaine... c'était un peu le race to the top, quoi. On sentait que c'était un espace qui allait nous amener à quelque chose. Depuis l'accord de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. On a un cycle de négociation qui a tendance à se ralentir. Et puis on a aussi les signaux de, on va dire, l'économie réelle. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, voilà, ce qui se passe dans le monde qui ne sont pas extrêmement encourageants. Donc il y a cet empattement qui existe, qui est là. Il ne faut pas le nier. Et puis c'est des négociations qui avancent très lentement. C'est un espace très frustrant. C'est le moment où vous déprimez tous. Après, voilà, moi je reste persuadée que cet espace il est important. Ne serait-ce que parce que notre présence elle est indispensable pour savoir ce qui s'y passe, pour être capable de rapporter dans nos pays ce que les pays font quand ils sont tous ensemble, de pouvoir faire passer ces informations-là à un grand public, c'est extrêmement important. Donc ce rôle de watchdog-là, il est très important. Et puis, de plus en plus, effectivement, nous, notre manière d'approcher les COP, c'est de faire ce lien de besoin de cohérence entre ce qui est porté en termes de position de négociation et entre la transition énergétique au niveau national. Et je pense que ce prisme-là, il est vachement intéressant parce que justement, c'est l'occasion de ramener des préoccupations qui vont être beaucoup plus proches des gens. Donc la transition énergétique, la transition sociale, la transition juste, dans un espace qui peut paraître hors sol et qui l'est dans une certaine partie. C'est-à-dire quand tu parles de mécanisme de marché, honnêtement, personne ne comprend, voire même nous, on fait un peu semblant, on dit des mots, mais ça nous échappe pour une grande partie, quoi. Donc c'est très important de rattacher ce qui se passe dans une COP à ce qui se passe dans la vie réelle, la vraie vie. Et c'est comme ça qu'on essaie de créer cet engouement-là. Et puis de rattacher aussi à des luttes. Je pense que ça, c'est important. La COP, ça reste un vivier de rencontres et aussi un vivier où il y a beaucoup de représentants de la société civile qui peuvent mener des campagnes contre des projets climaticides, qui peuvent mener des luttes extrêmement intéressantes. Et ça, je pense qu'il faut rappeler aussi que ces gens-là, ils sont en COP et que donc c'est vraiment lié à des problématiques qui sont très concrètes. Donc voilà un peu comment... Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà. Des exemples de stunts de jeunes,
je vais laisser les copains qui étaient là aux précédentes COP pour te dire, mais des exemples de stunts, des gros stunts qu'on ait pu faire, voire même des grosses actions. L'année dernière, par exemple, à Katowice, c'était, je pense, fin de première semaine, c'était la galère, ça avançait pas, on n'en pouvait plus, il faisait froid, ça sentait le charbon, enfin bon. Non, mais c'est ça aussi la COP, hein, c'est un environnement. On a fait un énorme stunt, c'est-à-dire qu'on s'est tous rassemblés, on va dire, à l'entrée du centre de conférence avec des représentants d'ONG. On était peut-être, je sais pas, 200, 300. C'était quand même assez visuel. On était sur des marches, donc il y avait vraiment cette foule-là comme ça. Et puis, je sais plus ce que c'était la banderole, mais ça devait être un truc du genre « Allez, il faut agir », mais en mieux dit. Et puis, on est resté là 15-20 minutes juste sans bouger, en bloquant un peu le passage, en tout cas en se faisant entendre de manière beaucoup plus claire que quand on parle dans des couloirs, etc. Après, il y a des petits stunts qui existent par différents moyens, voire même des actions plus symboliques. Par exemple, donc bon, petit stunt, ça peut être un stunt pour défendre les droits humains. Il y a 10 personnes qui vont se mettre à l'entrée de la COP et qui vont dire les droits humains, c'est important. Bon, ça c'est un peu, voilà. Sachant que ça a l'air un peu chiant comme ça, mais les contraintes de sécurité en COP, c'est super compliqué. Et on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, c'est qu'on est tous accrédités. Perdre une accréditation en COP, c'est galère ensuite pour la récupérer, et notamment pour l'orga qui t'a donné la crête. Donc ça, c'est quand même un truc important à garder en tête. Mais par exemple, il peut y avoir des trucs un peu plus symboliques et qui sont assez marrants. L'année dernière, sur justement le combat des droits humains, il y a une ONG avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle le CIEL, donc c'est le Center for International Environmental Law, qui avait préparé des petits cordons de badge d'une couleur différente de ceux qu'on a tous. On a tous des cordons de badge bleus. Et là, c'était des cordons de badge rouges avec marqué défendons les droits humains comptent. Voilà. Et on a commencé à voir fleurir ces couleurs de cordons autour de la société civile, mais de plus en plus des pays aussi. Et c'était intéressant de voir que de plus en plus de pays commençaient à mettre ce cordon-là. Bien sûr, certains pays ne l'ont pas mis, surprise, surprise. Mais voilà, quand tu croises dans un couloir la chef de délégation française, elle a le cordon rouge, je défends les droits humains, c'est un signal qui est intéressant parce que du coup, c'est pas seulement une action de la société civile, mais ça va vraiment s'étendre au pays. Voilà. On avait aussi une campagne que j'aimais bien, moi, qui était sur la finance. Le slogan, c'était Raise the Finance. Donc, en fait, en acronyme, ça faisait WTF, donc What the fuck. Et on avait des gros badges comme ça, WTF, partout en COP. Et ça signifiait un peu notre questionnement vis-à-vis de la non-avancée des discussions financières. Donc voilà un peu le genre de choses qu'on peut faire. Après, libre cours à ton imagination. Et ensuite, il y a bien sûr tout ce qui se passe en dehors, j'en ai pas parlé, hein, mais il y a tout ce qui se passe en dehors du centre de conférence. Généralement, il y a toujours une grosse manifestation, soit au début, soit à la mi-COP. Cette année, c'est le 6 décembre à 18h, hein, je crois. Donc voilà, ça c'est aussi un gros moment où on peut se faire entendre. Est-ce que tu peux nous raconter une victoire que tu as portée personnellement lors d'une COP? Est-ce que je peux faire ça? Alors là c'est inquiétant hein, parce que je suis en train de réfléchir à une victoire une victoire qu'on a eue en COP. Oui, alors j'ai bien compris la question. Elle était extrêmement claire. J'essaie juste de trouver un truc qui soit... franchement, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, le fossile à la France, c'était une grosse victoire de COP. Pas forcément sur les négos en général, mais parce que pour la première fois, dans un contexte où Macron était glorifié depuis son arrivée au pouvoir, on arrivait à l'épingler sur une question de politique nationale. Et
c'est intéressant parce qu'en fait, bien sûr, tu peux te dire, bon, bah, c'est facile, le fossile, elle l'a dit, viens, on fait un fossile et c'est bon. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, j'ai dû négocier toute la journée à l'intérieur du Cannes, parce que c'est ça aussi les négos. Des fois, tu dois négocier à l'intérieur de ta constituency pour que les gens acceptent qu'on donne ce fossile à la France, parce que bien sûr, ça a des implications sur les négos tu vois, en général, parce qu'en fait, la France est quand même un pays progressiste dans les négos, on va pas se mentir. Donc, filer un fossile à la France, en termes de signal, il y avait plein de gens du Cannes qui étaient pas chauds, quoi. Réussir à faire revenir cette considération nationale dans un espace où, à l'époque, il y avait beaucoup d'ONG qui pensaient encore que c'était un espace uniquement international et donc en vase clos, ça, pour moi, c'est une grosse victoire. En fait, vraiment, au-delà des petites victoires de négociation, c'est-à-dire que oui, on a gagné des mots dans des textes. Je pourrais te parler de comment on a gagné un show à la place d'un shoot sur les mécanismes de reporting sur les financements climat, mais c'est chiant à mourir. Mais vraiment, ce genre de victoire politique où tu arrives à faire dire à ton pays ou à épingler ton pays dans les négos, c'est vachement important. Un autre exemple, peut-être, c'est l'année dernière, on était sur la question des... C'était le début de la crise des Gilets jaunes. Quand on est arrivé à la COP, on avait un gouvernement qui était encore en train de nier cette crise, de ne pas faire trop le lien entre gestion de sa politique climatique et crise des Gilets jaunes. Nous, on a rabâché et rabâché et rabâché. Le gouvernement doit reconnaître ses erreurs. Et ben, au bout d'une semaine, on a Brune Poirson qui est arrivée en COP. Et bam, table ronde sur l'ambition. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « Le gouvernement français a fait des erreurs ». Et c'est ce genre de victoire-là qui nous intéresse parce qu'on va toucher à du politique au-delà des positions de négociation, on va dire, plus techniques. Voilà. Tu peux aussi expliquer en 30 secondes ce que c'est ECHO et l'impact que ça a dans les négos ? J'en ai pas parlé, effectivement. ECHO, c'est un petit journal, une feuille de chou, qu'on publie tous les jours en COP avec le Cannes. On aime bien faire des petites blagues dans les échos. Notamment, moi, mon dada, c'est de mettre des paroles de chansons des années 90. Donc voilà, ça, c'est mon petit kiff. Donc c'est un petit peu... l'opportunité une opportunité de plaidoyer un petit peu décalée qui permet aux négociateurs de sourire un petit peu le matin tout en lisant des trucs sérieux sur ce qui se passe dans les négos. Par ailleurs, c'est très chiant à écrire et on doit les relire jusqu'à 3h du matin, donc c'est un peu lourd, mais voilà, sinon c'est utile. Voilà. C'est tout bon. Peut-être quelque chose... je sais qu'il n'y a pas que des gens du REFED ici, mais je le dis quand même pour les gens du REFED ici. Le REFED est membre du RAC, ce qui veut dire que en tant que participant membre du REFED à la COP, vous avez accès à toutes les réunions du réseau Action Climat et toutes les réunions du Cannes. Donc si vous êtes membre du REFED et que vous allez participer à la COP, n'hésitez pas à passer par Anaïs pour qu'on vous ajoute dans les boucles et que vous ayez accès à toutes les informations. Pour les copains de Climates, vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les mêmes informations. En revanche, il n'y a pas de souci pour participer aux réunions du RAC. Le Cannes, ce sera plus compliqué, à moins que vous ayez... On est au Cannes Europe, donc c'est bon. Donc, idem, faites-vous connaître, parce que c'est très important d'être sur les listes pour avoir l'information au bon moment. Voilà. Il y a une dernière question. Oui, il y avait une question de Lucie. C'est juste pour que parce que je sais pas si tu restes toute l'après-midi, mais qu'est-ce que tu attends Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous attendez au niveau du réseau Action Climat de cette COP ? Parce que je sais qu'on va en parler cet après-midi, mais du coup... En 3 mots, du coup, parce ouais, en que... 3 mots. Compliqué en 3 mots. On a 4 objectifs principaux.
Le premier, c'est un objectif plutôt politique. Ça va être vraiment cette reconnaissance du lien entre justice climatique et justice sociale. On a besoin d'avoir des éléments de langage politique qui ressortent de cette COP, qui consacrent ce lien-là. Ce sera très important, non seulement pour les négos, mais aussi pour que l'année de l'ambition qui aura lieu l'année prochaine puisse se passer de manière sereine. Si on rate cette étape, on rentre dans l'année 2020 avec des fondations très toxiques, et c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a besoin de signaux d'ambition. Alors, c'est un peu flou comme ça, mais c'est-à-dire qu'on a besoin d'annonces de pays qui s'engagent avec les 59 qui sont déjà engagés au sommet Action Climat de l'ONU à relever leur NDC en 2020, et si possible que ce ne soit pas que des pays en développement et petits pays insulaires. On a besoin des gros, notamment les pays du G20. Je ne pense pas que ce soit réaliste qu'on ait des grosses annonces des pays du G20 ici, mais en tout cas qu'il y ait d'autres pays qui rejoignent cette alliance de l'ambition climatique, ça serait intéressant. Et on a besoin de chorégraphier l'année 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 2020, il y a très peu de gros moments climat, il y a beaucoup de gros moments biodiversité, et un no man's land en fait, d'événements de haut niveau internationaux entre, on va dire, janvier et juin, voire septembre, sur le climat. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on séquence cette année ? Ça va être important, et ça peut être fait via des décisions des pays, notamment sur quand est-ce qu'on dépose notre NDC et comment est-ce qu'on fait pour avoir des vagues d'annonces, d'ambition au cours de l'année. C'est très important, sachant que l'année est aussi jalonnée d'événements pièges, notamment le G7 aux États-Unis, le G20 en Arabie Saoudite, des moments qui ne sont pas particulièrement plaisants pour les questions climatiques et de biodiversité. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est que, bien sûr, il y a un gros enjeu sur l'article 6, qui est donc les mécanismes de marché. C'est un enjeu qui est technique, mais aussi politique. Pour l'instant, on est plutôt dans une stratégie défensive. C'est-à-dire que ce qu'on veut éviter, c'est que de mauvaises règles empiètent ou diminuent l'ambition de l'accord de Paris. C'est absolument indispensable que ce mécanisme-là il soit cadré pour pas que les pays fassent ce qu'ils veulent et pour pas en fait que on crée un système qui permet de compter 2 fois des réductions d'émissions, qui permet de ne pas réaliser des réductions d'émissions sur son territoire national et d'acheter toutes ces réductions d'émissions dans un autre pays. Ce genre de choses, qui sont beaucoup plus techniques dans les faits, mais ce genre de grands principes. Et bien sûr, un mécanisme qui respecte les droits humains. Parce qu'on sait ce qui s'est passé avec le mécanisme de développement propre, énormément de bafouements des droits humains, notamment des peuples autochtones. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Une action climatique, elle ne doit pas aller impacter des populations locales. Dernier point, et ça c'est le sujet dont je parlais un petit peu tout à l'heure, en lien avec la délégation française, c'est que ça fait 4 ans maintenant que l'accord de Paris a consacré l'importance des pertes et dommages dans un article spécifique, mais que les pays n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on y répond, comment est-ce qu'on accélère l'action pour répondre aux pertes et dommages et comment est-ce qu'on accélère le soutien à ces pertes et dommages, en plus de ce qui est déjà fait pour soutenir l'atténuation et l'adaptation. C'est problématique, il y a un gros blocage de la part des pays développés, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de financement supplémentaire, ils ont très peur que ça touche à leurs budgets nationaux qui sont déjà extrêmement contraints. Donc il faut trouver des solutions, peut-être en passant par des financements innovants, mais en tout cas que les pays reconnaissent que cette question elle existe et qu'il faut y répondre et qu'il faut trouver un processus, des prochaines étapes pour qu'on puisse réfléchir à quels sont les besoins, où sont les solutions, quelles sont les sources de financement possibles. Et ça déjà ce serait un signal extrêmement important. Et c'est pas juste... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est important de rappeler. C'est pas juste pour faire plaisir aux pays en développement. Et je pense que c'est un argument important à rappeler aux pays développés. C'est que, en fait, concrètement, les questions financières, ça a toujours été le ciment des négociations. Et donc, s'il y a un sentiment de défiance qui s'installe entre des pays en développement et des pays développés, ça sape toute la dynamique qu'on peut créer sur d'autres questions. Et notamment sur la question de l'ambition de l'année prochaine. Nous, on pense que si on ne rassure pas sur la question des pertes et dommages cette année, on part dans de très mauvaises conditions pour avoir une relève de l'ambition ambitieuse l'année prochaine. Voilà, ça c'était en quelques mots, mais pour toute information supplémentaire, je suis disponible pendant quelques minutes après ça. Voilà.
Merci en tout cas de m'avoir écouté pendant tout ce temps et bon après-midi.